Aujourd'hui, si je pouvais revenir il y a 4 ans, jamais je fais Conan. Je le fais pas. 11 ans. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour terminer ce documentaire. 11 longues années durant lesquelles ces images, ces interviews témoins d'un moment d'importance dans l'histoire du jeu de société sont restées inexploitées, reposant discrètement au fond d'un disque dur. Si le tournage avait commencé dans l'euphorie et l'excitation générale, il est arrivé un moment où j'ai ressenti le besoin, la nécessité de faire une pause. Oh, pas pour moi, mais pour Frédéric Henry, le sujet principal de ce reportage. Fred est un homme à part, avec une sensibilité exacerbée, un fonctionnement intellectuel particulier. Je le connais bien, je l'ai longtemps fréquenté. Mais commençons par le commencement. J'ai croisé la route de Frédéric Henry, pour la première fois, en janvier 2010. Je m'occupais alors d'un site internet devenu le centre névralgique de la communication d'un secteur en pleine métamorphose. Durant 20 années, tous les acteurs du jeu de société, y compris ceux qui allaient le façonner, sont passés devant nos caméras. Et Fred fut de cela. Lorsqu'il a débarqué, pour moi, c'était un gars comme les 100 qui étaient déjà passés avant lui et comme les 100 qui allaient passer après lui. Chers amis de la Trick Track TV, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Trick Track TV avec Frédéric, qui est là. Qui est là. Si on a mis notre ami Frédéric ici, c'est que c'est lui qui va le plus parler, je pense. C'est ça, ça t'est tombé dessus. Je vais tenter Tu vas d'être tenter celui de qui parler. parle le plus. Faudra qu'on discute proba, toi et moi. Ouais. Même si les probas sont faibles, ça Ah oui, tout à fait, elle existe, elle existe. Elle est là. Ah, ça t'énerve, ça, hein. Non, mais... Ah ouais, si ça se voit dans ton regard. C'est magnifique. J'ai tout de suite perçu ce je ne sais quoi qui crée la différence. Son regard, son comportement. Je savais qu'on allait bien s'entendre. Il me faut 4. Je prends le plus gros, hein. T'as raison, Dieu te surveille. Tu trouves ça bon, toi. Bon, on va s'arrêter là. Merci pour cette Et cela ne s'est pas arrêté là. Sa personnalité. Il est où, salaud ? Oh, il m'enlève la main. Qu'est-ce que tu cherches? Merde, il est jaune! Ses facultés d'analyse. Et on cherche à chasser de son piédestal le Monopoly et imposer comme légitime notre définition de ce qu'est un bon jeu. Son implication permanente sur les forums, sur les festivals, ont fait rapidement de Frédéric Henry une figure importante du secteur ludique francophone. Fred, je le connais depuis 4 ou 5 ans en fait. Je m'entends bien avec lui parce que c'est un bon joueur de jeux de lettres. C'est un gars qui est extrêmement généreux, extrêmement mauvais perdant. Donc là, je pense qu'on se retrouve. Probablement le type le plus gentil que j'ai rencontré, le plus angoissé que j'ai rencontré et le plus fragile. Un gars très passionné en fait, très stressé. On se retrouve aussi là-dessus. Il a le sentiment qu'il doit des choses à des gens, il doit rien à personne. Ce qu'il a aujourd'hui, il le doit qu'à lui-même, à ce qu'il a réussi à faire. Personne ne s'est mis à sa place pour s'endetter à titre perso pour pouvoir lancer Timeline. Quand moi je m'en occupais, Asmodée a gagné beaucoup d'argent grâce à Timeline. Et ça, Asmodée le doit à Fred Henry, mais Fred Henry ne doit rien à personne. C'est un fou sympathique. Il est totalement taré, mais il est très malin et c'est quelqu'un qui est très focalisé sur les autres. Ça, c'est plaisant. C'est un type qui est absolument fabuleux parce qu'il a une idée géniale toutes les 10 minutes. Et après, il t'explique pendant 10 minutes pourquoi son idée n'est pas géniale et pourquoi, a priori, elle ne marchera jamais. Il est à la fois très angoissé, il est très vrai, c'est-à-dire que, en fait, ses sentiments, ils sont toujours à fleur de peau. Quand il est anxieux, ça se voit. Quand il est énervé, ça se voit. Quand il est très énervé contre à des sujets, généralement de boulot, il est très énervé. Il a besoin d'amener du sens à tout ce qu'il fait. Alors, des fois, c'est son sens à lui. C'est pas forcément le sens des autres. Avec lui, tout prend des proportions énormes. Et puis après, il se calme aussi vite qu'il explose. Mais c'est quelqu'un, voilà, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas... Donc non, moi, c'est plutôt quelque chose qui me convient bien. Dans le cadre de mes activités, je reçois beaucoup de gens ici, beaucoup de gens du monde du jeu avec qui on a des discussions. Et Fred, c'est la personne qui, à un moment, rentre dans le bureau et s'immisce au milieu de la conversation pour donner son avis et donner son analyse, qui est souvent pertinente. Il est très concerné par ne pas vendre en fait de la merde à ses clients. En fait, ça c'est un truc qui est très très présent chez lui. C'est-à-dire qu'il veut vraiment vendre du contenu. Il fait pas de concessions. Moi, je peux en faire de temps en temps. En fait, ça me gêne pas. Lui, non. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a un avis éclairé sur le jeu. De toute façon, c'est quelqu'un de brillant. Voilà. Donc à partir du moment où les gens sont brillants, dialoguer et discuter avec eux, ça peut que t'apporter, que t'amener toi à te poser des questions, et c'est bien, quoi.
Mais oui, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est jamais sûr de lui. Et c'est ce qui fait aussi c'est ce qui lui permet de créer, je pense, et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un d'hyper attachant. Très humain, finalement. Red Hot Silly Dragon, son premier jeu édité, sort en 2005. Et en moins de 5 ans, Frédéric Henry, dans ce que l'on peut appeler un secteur niche, va s'imposer comme un auteur de premier plan, une figure. En 2010, l'une de ses créations, Timeline, rencontre un succès commercial, un succès dépassant le cercle habituel des joueurs dits spécialisés. Les ventes du jeu de base, des multiples extensions et autres adaptations vont lui assurer une certaine liberté financière, ce qui va lui permettre de se consacrer à l'un de ses objectifs. Ceux qui me connaissent un peu savent comment je gère mon argent, justement. C'est pas, personne pourra dire que je suis piloté par l'argent, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je gagne de l'argent, c'est vrai, mais l'argent ne me pilote pas. C'est, comme disait Marc, donc Marc Nunez, qui est quelqu'un de très important, hein, pour moi, vraiment très important. L'argent, c'est juste un moyen. Il ne faut jamais que l'argent soit une fin. L'argent, c'est un moyen de faire les choses, c'est un moyen de réaliser ce qu'on veut réaliser. Et pour réaliser ce qu'il veut réaliser, Frédéric Henry va devenir un explorateur, un expérimentateur. Il va essayer, il va tenter, il va élaborer, il va verbaliser dans une industrie en pleine construction, dans un monde en pleine transformation. Ses prises de parole, ses réflexions, son besoin de bouger les lignes participent, accompagnent ce que d'aucuns appellent déjà l'âge d'or du jeu de société moderne. Internet est alors une terra incognita. Tout est à inventer, tout est à essayer. Et c'est là qu'arrive la révolution Kickstarter. Je viens juste par pure amitié pour Fred et par totale curiosité, c'est parce que je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un Kickstarter, ou à peine. Je suis absolument pas acheteur du jeu, je ne comprends pas comment on peut l'acheter. Tout ça m'épate, mais je trouve ça assez chouette quand même. Kickstarter est une entreprise permettant, via sa plateforme en ligne, le crowdfunding, c'est-à-dire le financement par la foule. À son lancement, son credo était de permettre aux auteurs de création hors normes, ne trouvant pas de financement classique, d'entrer en relation directe avec de potentiels acheteurs. Acheteurs qui financeraient la production et recevraient en échange une contrepartie. Ici, un jeu. Une campagne de financement se déroule sur plusieurs semaines. Elle démarre avec une somme minimum à atteindre afin d'être réalisable et l'espoir d'un maximum de participants afin d'être rentable. C'est avec l'apparition de Kickstarter que Frédéric Henry s'est lancé dans une nouvelle aventure en créant, avec les frères Asquith, Monolith. C'est avec l'édition du jeu Conan qu'a débuté en 2014 ce documentaire. Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de violence, bienvenue dans cette Trick Track TV sur toute particulière et spéciale. Nous allons parler du projet Conan. C'est un projet qui n'existe, enfin un projet qui existe, mais le jeu n'existe pas. C'est un projet que vous allez lancer sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, KS. Depuis 18 mois, on va dire, il n'y a quasiment plus un jeu de figurines qui sort sans passer par ce format-là. Et vous avez un énorme projet. L'idée, c'est que là, vous êtes en train de travailler sur le jeu, donc la règle est finalisée. Ça fait 8 mois que le proto tourne, on est sorti vraiment de la confidentialité de l'entre-soi, quoi. Le projet, lui, va être lancé quand ? Début janvier. Je trouvais ça, en tant qu'éditeur de jeux de société papier-carton, bizarre, parce que je me disais, mais quand tu es éditeur de jeux, tu dois prendre des risques. Et prendre des risques, c'est payer la prod et pas la faire payer par les acheteurs finaux. La réalité, c'est que comme Conan, c'est un jeu extrêmement ambitieux, dans lequel il y a beaucoup de figurines, dans lequel ils ont décidé de ne travailler qu'avec les meilleurs, aussi bien au niveau de l'écriture, aussi bien au niveau des scénaristes, aussi bien au niveau des graveurs. C'est impossible, c'est un jeu qui ne peut pas exister sans Kickstarter. Pour moi, Kickstarter, c'est quelque chose d'utile quand tu veux faire quelque chose qui ne peut pas être rentable. Aujourd'hui, Conan, si on l'avait lancé dans un mode traditionnel, lancé par une boîte française qui n'a pas une envergure mondiale, ça aurait été impossible de le financer. Kickstarter permet ça. Pour qu'un KS fonctionne, il faut communiquer en amont. Beaucoup communiquer. Les clients sont des passionnés, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour un jeu dont ils ne connaissent rien, alors il faut les séduire, il faut les rassurer. Et Frédéric Henry a, encore une fois, eu une approche particulière. Il s'est beaucoup investi sur les réseaux et le terrain. À tel point que sur le plus gros forum francophone consacré aux jeux de société, celui de Trick Track, le sujet sur le projet Conan a explosé toutes les statistiques. Avant, pendant et après la campagne. Ce projet, c'est tout de même 200 000 € d'investissement avant même sa production. Alors si on ne veut pas tout perdre,
il vaut mieux ne rien négliger. On est quelques heures avant le lancement du Kickstarter. Donc là, le stress est en train de monter tranquillement. Enfin, ça monte bien, en fait, depuis quelques jours, en fait. Et quel que soit le résultat, de toute façon, moi, je sais que je ne serai pas déçu parce qu'il fallait que ce soit fait et au moins, ce sera fini, quoi. Enfin, ce sera fini. En tout cas, il y aura une étape, là, on va dire que ça permet de franchir la frontière entre tout ce qui est du domaine du développement, du travail de développement, création. On n'aura plus que les finitions à faire. Et en gros, dans 1 mois, on sait que tout est totalement terminé. Et surtout, si Kickstarter se passe bien, ce que j'espère, ça va être un grand bol de motivation, on va dire, pour le mois avant de lancer la prod. Le plus problématique là pour Kickstarter, c'est pas le jeu, c'est le fait de ne pas être connu, puisque Monolith n'a jamais rien fait, n'a jamais rien prouvé sur Kickstarter. Et les Français nous connaissent, parce que derrière Monolith, il n'y a que des gens que les Français connaissent déjà. La grande majorité des pledgers potentiels de Conan sur Kickstarter, qui sont américains, n'ont aucune idée de qui est derrière Monolith. C'est stressant, mais dans tous les cas, je suis content que ce soit terminé, parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, ça faisait trop lourd à porter. Là, ça fait plus de 2 ans que ça a commencé. Maintenant, il faut que ça s'arrête, en tout cas pour cette partie-là. En ce 12 janvier 2015, les records de fréquentation du forum de Trick Track explosent. Tout le monde veut suivre le lancement de cette campagne en direct. C'est lancé. Bon bah $0. Bon bah on peut y aller. Quelques secondes. Les premières heures sont un moment de vérité. Elles donnent le ton. Plus le minimum demandé est atteint rapidement, plus la campagne impressionne. Ici, il faut $80 000 pour que la production soit lancée. On est loin des 200 000 investis, mais si cette somme n'est pas atteinte, c'est vraiment que le projet est mal conçu, mal perçu. 62 000. Conan fondé en 5 minutes 37 secondes. Voilà, on va On ne savait pas comment ça allait démarrer, ça a démarré très fort, on était surpris. Le palier qu'on s'était fixé pour la fin de la soirée a été atteint en à peine 1 heure, donc forcément c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et on en remercie tous les pledgers. $200 000 en 1h30, 2 heures. Voilà. Incroyable. C'est juste inespéré, c'est énorme, c'est phénoménal. C'est un moment, j'en tremble presque. Parce que, en fait, t'as même pas le temps de réagir, que déjà, il faut modifier ce que t'es en train de modifier, quoi. C'est-à-dire que t'es en train de faire une update, et déjà, l'update que t'es en train de faire, elle est plus valable, et il faut que tu la rechanges. Donc c'était vraiment un moment de folie, quoi. C'était 1h30 incroyable. J'ai rarement vu quelqu'un autant travailler avec Fred sur un jeu. J'ai rarement vu quelqu'un s'investir autant, que ce soit Fred ou que ce soit Erwan ou son frère. Ils ont travaillé comme des chiens. Tous les gens qui sont autour d'eux ont travaillé énormément. Les gens qui ont fait les scénarios, les graveurs, tout le monde a mis tellement de cœur et tellement de travail, a passé tellement d'heures, que c'est juste la récompense, une récompense méritée pour des gens qui ont tout donné et qui aujourd'hui, voilà, pour moi, ça veut juste dire que le travail paye. L'objectif secret qu'on partageait avec Fred, qui est un objectif un peu psychologique, c'était de se dire qu'on allait atteindre 1 million. Voilà, ça c'est un peu le seuil qu'on s'est fixé. Donc pour l'instant, je touche du bois, pour l'instant, on est bien parti pour. Après, c'est toujours le danger de Kickstarter, c'est-à-dire que rien n'est joué jusqu'aux dernières 24 heures. Entre 700 000 et 1,5 million, il y a un espace que je pense réalisable. Peu probable mais faisable, ce serait 1,5 million. Et au-delà, par contre, j'y crois pas du tout. Alors les gens ont du mal à poster apparemment. Je pense qu'il y a un problème avec le serveur. On est en train d'essayer de battre tous les records là. Ouais, ça c'est de la synergie, il y a une grosse corrélation entre ce qui se passe pour Conan et ce qui se passe sur la Trick. 1050 en ligne. Alors on va faire le champagne. Parce que, non mais si on bat le record, c'est-à-dire que le record a été battu à l'ouverture de Conan et il serait battu à la fermeture de Conan. Frédéric Henry a toujours eu un rapport particulier avec le site Trick Track, un lien qu'il n'avait jamais vraiment évoqué. Jusqu'à ce jour où, au détour d'une interview,
il a abordé la chose. Malgré la joie, malgré le succès, une fêlure était en train d'apparaître. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé de ça, mais par rapport à Trick Track, oui, pourquoi je me devais d'être fidèle à Trick Track? Parce que j'existe par Trick Track. Enfin, je veux dire, je suis personne en fait. Et sauf que j'ai découvert via Trick Track que y a des gens qui me connaissaient, mais ils me connaissent comment? Ils me connaissent par Trick Track. Je passe des heures tous les jours sur Trick Track, etc. Donc fatalement, je veux dire, je poste beaucoup sur Trick Track. Je passe mon temps à regarder ce qui se dit sur mes jeux, ce qui se dit sur les jeux des autres, etc. etc. Donc évidemment, j'ai une certaine proximité avec Trick Track. Trick Track, c'est pas juste un outil, c'est un mode de vie en fait pour moi. C'est parce que ma vie se résume au monde du jeu, parce que j'ai pas d'autres loisirs, j'ai pas d'autres hobbies, j'ai pas d'autres amis, j'ai pas d'autres relations. C'est parce que, je sais pas, on a déjà passé un peu de temps ensemble, tout se rapporte au jeu. Une des grosses motivations d'un écrivain, j'imagine que c'est de laisser quelque chose derrière lui. J'ai envie de laisser un truc, c'est clair. Et je sais que je laisserai pas un truc, j'aurai pas de descendance. Donc il faut que je laisse un truc autrement. Après, je sais, encore une fois, c'est peut-être du délire égocentrique, je sais pas. Je sais pas. J'existe. En fait, je me rends compte que je n'existe qu'à travers le jeu. Enfin, ma vie, elle se résume au jeu. Alors paradoxalement, je suis pas un gros joueur du tout. C'est assez amusant. Encore une fois, je joue à quoi? Je joue à Scrabble, je joue à Jarnac et je joue au poker. Donc je joue pas tellement aux jeux auxquels on joue sur Trick Track. Mais c'est un métamonde en fait, ça se résume pas à la pratique. Et voilà, c'est un écosystème. Et donc, quand on va me dire « Ah mais ok d'accord, proximité, connivence, va pas sur les autres sites, parce que pourquoi il va pas sur les autres sites? Parce qu'il y a un Trick Track ». Bah oui, mais parce que c'est ma maison aussi. Enfin, toi, ça fait partie justement de mon écosystème, de ma vie. Si je vais pas sur les autres sites, c'est pas par méchanceté. C'est parce que, entre guillemets, je reste chez moi. Je suis casanier, si tu veux. Parce que je suis conscient quand même depuis quelques temps. En fait, jusqu'à très très récemment, dans le monde du jeu, entre guillemets, j'avais pas de critique. J'avais que des amis, entre guillemets, que des gens qui me voulaient du bien. Et depuis quelques temps, on va dire, c'est né avec Bâtisseur et l'histoire du buzz Bâtisseur, j'ai découvert que des gens qui ne me portaient pas dans leur cœur sans que je les connaisse. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était lié justement à ma, entre guillemets, trop grande présence. Mais tu le sais aussi, les relations de connivence qu'on peut nous prêter. Mais ce que les gens ne comprennent pas, encore une fois, c'est que c'est pas contre eux. C'est juste que j'aime l'endroit où je suis, donc et j'y reste, c'est tout. Je dois tout ce que je suis au site. Donc je vais pas commencer à aller faire des infidélités. C'est pas mon genre en fait. Mais c'est pas contre les autres. C'est pas contre les autres. C'est pas une critique des autres. Je suis très bien là où je suis en fait. La question, les critiques pour il est affilié à Trick Track. Oui. Parce que je le veux, parce que j'ai envie, parce que je le dois. Je le dois dans le sens où tu dois quelque chose à quelqu'un. Je sais pas, c'est une dette morale. Moi, j'ai beaucoup de dettes morales. Je fais très attention. Je me souviens à chaque fois de qui m'a aidé dans ma carrière. Et voilà, c'est comme ça. Ouais, sans Trick Track, je pense que je donnerai des cours à la fac aujourd'hui. J'aurais pas l'impression de m'épanouir. Enfin, putain, j'ai la chance de faire partie des quelques mecs, au final, qui peuvent s'épanouir de ce qu'ils aiment et qui n'ont pas besoin de compter leur temps de travail. Parce que ce qu'ils font, ils l'aiment. C'est quand même super rare, quoi. C'est très rare les moments où je vis ce que je fais comme comme une coercition en me disant tiens, il faut que je le fasse, sinon j'aurai la punition en face de ne pas pouvoir bouffer. Non, la question elle se pose jamais comme ça. Et c'est aussi pour ça que tout ce que je gagne, je le réinvestis dans le jeu. Parce que c'est là que je trouve mon plaisir. Et c'est vraiment dans la création que je trouve mon plaisir. Et surtout que la création, elle est reconnue. Et elle est reconnue par qui? Par les gens qui fréquentent Trick Track. Tu vois, qui sont aussi les gens qui me font vivre ensuite. Mais c'est pas parce qu'ils me font vivre que ça m'intéresse, c'est parce qu'ils me reconnaissent. C'est-à-dire que
En gros, il me permet d'exister parce que je suis quand même très bien accueilli. Et tu vois, quand je vois les trucs là, qui dit Fadori sur Trick Track, on peut rien dire de mal sur lui. C'est pas vrai. On peut dire du mal de moi, il n'y a aucun problème. Mais il se trouve que ça arrive rarement parce que c'est dans un milieu dans lequel je suis bien intégré. Enfin, tu vas sur le forum participatif, on est en famille, sérieusement. Il y a des histoires d'argent, évidemment, il y a un jeu qui va être vendu, mais on est en famille aussi. On rigole, on discute de choses qui dépassent le jeu, du coup ça fait du flood. Hein. Mais c'est des gens après que tu rencontres dans la vraie vie, qu'on va boire des coups, on fait des trucs comme ça. On a tellement claqué en resto et en boisson qu'on perd beaucoup plus d'argent que sur le pledge, mais parce que faut pas croire qu'il y a que l'idée de « Ah, tu vas pledger pour moi, je vais avoir tes $150 là ». Mais t'inquiète, si avoir les $150, ça m'a coûté 350 € de resto et de bouffe, c'est parce que c'est pas la recherche, c'est pas la rentabilité à tout prix. C'est pas le problème. C'est ouais, c'est peut-être con, mais il y a aussi de la reconnaissance. C'est 20 personnes. Il nous manque 20 personnes et là on pète tous les scores. Bon, alors on va les faire. 3 mecs, 2 minutes. À 16 000, il faut pas être trop content. 2 Voilà. À 16 000, c'est pas encore. Non, mais là c'est bon, t'imagines, 1 minute, c'est impossible de pas les faire. Ça va être, sauf s'il y en a un qui part, mais ça sera dommage. Là, il aurait fait un sacré mauvais podcast. Allez, lui, on va l'applaudir. Lui, toi qui viens, on t'applaudit. Oui! Reviens! C'est pas possible! Oui! Il est revenu avec des amis! Oh putain, il venait juste ouvrir la porte à ses potes! Oh, c'était chaud! 5, attends, les 25, 4, 3, 25, 2, 25, 1, 0! Voilà, on a éclaté les repas. Voilà, c'était marrant. En dépassant très largement toutes les attentes et tous les espoirs, la campagne Conan a révélé Frédéric Henry au monde entier. En levant plus de 3 millions d'euros, Monolith est devenu un acteur majeur dans le financement participatif. Bravo. Non, c'est cool. Mais t'imagines, ce qui est impressionnant, c'est que t'arrives sur le net, t'es un petit peu connu, t'as fait 2 jeux. Ouais. Tu dis aux gens, regardez, je vais faire ça, et tu fais plus de chiffre d'affaires que la plupart des sociétés d'édition françaises. L'argent que va gagner Monolith, il faut que ce soit un moyen pour faire que Monolith fasse les jeux dont on rêve et qui ne peuvent pas exister actuellement avec les modèles économiques qu'on a. Il n'a aucun scrupule de parler d'argent. Il y a plein de gens qui ne parlent pas d'argent en France. C'est complètement tabou. On ne peut pas dire ce qu'on gagne, on ne peut pas dire combien ça coûte, on peut pas... Et c'est vrai que les bons points qu'il a avec les joueurs, par exemple, c'est qu'il parle vrai, parce qu'il donne les vrais chiffres, parce qu'il dit la vérité sur les choses, et c'est vrai que ça fait du bien, et qu'il n'y a pas de calcul. Et alors, si au final tout ça, ça servait à planquer de l'argent en Suisse ou à se faire un gros matelas, ça serait pas très intéressant. Mais en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et donc, bah voilà. Donc, il y a pas de mal de parler d'argent ou de business. Surtout que malgré tout, on est tous là pour faire un boulot, quoi. Ce nouveau modèle économique allait poser quelques problèmes. Le premier, avec les boutiques. Un jeu, en gros, son prix de vente boutique à la fin, c'est x6. Quand un jeu me coûte 1 à fabriquer, je le vends 2, en l'occurrence à Asmodée, qui va le vendre 2,8 et toi tu vas le vendre 5,6. Ok? D'accord? Parfait, il a coûté 1, il finit à 5,6. Bon, il doit manquer 2 petits trucs, mais en gros c'est x6. TVA 6. On est, oui, avec la TVA il sera à 6, exactement. De rien. Nickel. Si vous avez besoin d'un service. Quand je vends Conan aux boutiques, je le vends pas à 2, je le vends très exactement à 1,175. D'accord? Je le vends même pas à 1,2. Et c'est ça mon problème. Est-ce que ça veut dire que pour que ce soit viable, le jeu devrait être vendu 200 €? Est-ce que tu accepterais est-ce que tu le vendrais 200 €? Est-ce que tu en vendrais autant? C'est ça la question. En fait, si personne... Parce que moi, j'ai aucun problème à vendre. 200 €, c'est beaucoup trop cher. Voilà. Donc, mais c'est quoi la solution? En gros, moi, je suis le seul aujourd'hui dans la chaîne à faire un effort sur mes marges. Et moi, je fais un effort colossal sur mes marges. Mais ça, c'est pas du tout le rôle de magasin. Là où c'est étonnant, c'est qu'il y ait tant de friction. En quoi est-ce un problème que moi ou Serious Poop ne vendions pas aux boutiques, puisque les boutiques ne veulent pas acheter nos produits. Puisque si on les met à leur vrai prix, les boutiques ne nous les achètent pas. Se coupant du phénomène d'achat d'impulsion, puisque n'étant quasi pas disponible en point de vente, les porteurs de projets se voient contraints de créer l'envie bien avant l'existence du produit. Ils doivent communiquer sur tous les fronts. Sur les salons,
les festivals et bien sûr en ligne. Ces mises en scène alléchantes de jeux qui n'existent pas encore vont créer une forte attente. Une envie qui ne supportera pas la moindre contradiction ou contrariété de la part d'une communauté de plus en plus exigeante, revendicatrice. Après tout, ils ont financé le rêve qu'on leur a vendu. Ils ont donc toute légitimité à réclamer. Tout comme on est en droit de leur dire que leur rêve peut se prendre de front la réalité. Le souci, c'est qu'une communauté a tendance à exacerber le moindre accroc. Le moindre retard, le moindre problème technique va leur prendre des proportions qui peuvent transformer une fêlure en blessure. On a 1 an de retard sur la livraison de la vague 1. On aura en tout 1 an et demi avec la vague 2 de retard. Le manque de scénario aussi, ça a vraiment été très très délétère, on va dire, pour l'ambiance globale de la campagne, par le fait qu'on ait choisi, et là ça a été un choix de livrer des figurines avant que tous les scénarios soient prêts pour les figurines. Et en gros, aujourd'hui, on a des états de tension et il y a vraiment 2 écoles. En fait, ça qui est assez bizarre, on a d'un côté les pros Conan, des gens qui nous sont restés fidèles, qui nous suivent, qui nous aident, qui continuent à créer du contenu, etc. Et on a tout le côté aussi de gens qui clairement ont une dent forte contre nous. Et donc on va dire que c'est beaucoup plus tendu depuis 1 an et demi à peu près, c'est devenu extrêmement tendu. Il n'y a plus du tout le plaisir qu'il pouvait y avoir avant. Aujourd'hui, si je pouvais revenir il y a 4 ans, jamais je fais Conan, je le fais pas. En tout cas pas comme ça, clairement on n'était pas assez préparés. Ça, c'est une évidence. On a tout fait pour rattraper nos manquements. Malgré tout, oui, pour certaines personnes, ça ne va pas du tout, ça ne suffit jamais. On a aujourd'hui des gens pour qui on a l'impression d'être les adversaires, qui n'utilisent que le sarcasme dès qu'on parle de Monolith. On ne souligne que ce qui ne va pas chez Monolith, je trouve beaucoup plus que chez les autres. Je suis désolé de dire ça, après on va dire « Ah mais Fred il est parano ». Mais non, Fred, il n'est pas parano. Fred, il a plein de tares, mais il n'est pas parano. Moi, j'ai très très mal vécu ce qui s'est passé. Il y a eu un schisme avec Trick Track et toutes les personnes qui sont parties ont créé un autre site. Et sur ce site, clairement, on se fait démonter tout le temps. C'est et par une arme, c'est ça que j'aime pas aussi, c'est assez sneaky, c'est le sarcasme. Le sarcasme systématique. Et voilà, ça m'a vraiment... ça me saoule. Ça me saoule pas que moi, ça saoule toute l'équipe. Dès qu'on dérape un tout petit peu, dès qu'on fait une moindre bêtise, tout est monté en épingle. Il y a aussi, encore une fois, beaucoup de fantasmes. On a l'impression que dès qu'une information n'est pas extrêmement claire, alors c'est que fatalement, on est en train d'essayer de faire un truc bidouillé, arnaquer les gens, parce qu'on est Monolith, après tout, on a de l'argent. Bah non, moi ça me va pas. Désolé, je vais déborder, mais on était à Cannes récemment, et ça c'est un constat qui a été partagé par beaucoup de gens que je connais, qui sont proches, qui sont éditeurs, auteurs, etc. Au-delà même de l'histoire de Conan, au-delà même de l'histoire de KS, je trouve que le monde du jeu est en train de devenir, c'est profondément transformé. L'ambiance globale qu'il y a autour du monde du jeu, dans le monde du jeu, elle est beaucoup plus délétère que ça l'a été. Les gens se critiquent dans le dos, évidemment, même parfois publiquement, via des discussions entre éditeurs. La parole s'est beaucoup lâchée et relâchée sur Internet, globalement. Tout est devenu beaucoup plus malsain. Alors peut-être que c'est parce que, en gros, c'est le revers de la médaille d'un secteur qui marche. Il y a énormément de tensions. Sur Kickstarter, c'est exacerbé, cette tension, parce que sur Kickstarter, il y a en plus le côté qui est très vrai, les gens payent d'avance pour quelque chose. Et souvent, on a l'impression qu'ils achètent aussi, à travers cette avance, un peu de vous-même, un peu du porteur et le droit de lui cracher à la gueule, en fait. Je pense que certaines personnes pensent que parce qu'elles ont mis un peu d'argent sur un projet, les porteurs deviennent d'une certaine façon leur chose et tu peux dire ce que tu veux ou pas sur les réseaux sociaux, sur Internet, tu peux les
ouais, tu peux les insulter, tu peux utiliser ce qui est beaucoup plus, encore une fois, ce qui est beaucoup plus que l'insulte, pour moi, beaucoup plus insidieux, c'est le sarcasme. Et le sarcasme systématique qui est usant, qui ronge en fait, voilà, qui ronge la réputation, qui ronge, qui colle, qui nous colle une image, ouais, je trouve une image extrêmement malsaine et qui est extrêmement éloignée de la réalité de nos pratiques. Ce qui m'énerve en fait, c'est ça, c'est le distinguo qu'il y a entre la réalité de nos pratiques et l'image que certains ont de nous. Mais à tel point que ça dépasse largement Conan, puisque en fait, ils sont, sans même s'investir dans quoi que ce soit, ces gens-là sont systématiquement déçus de tout ce que nous avons fait ou allons faire. Enfin, ça devient ubuesque. Je me permets de sortir un peu de Conan, mais là, le prochain projet, donc Batman, déjà là, aujourd'hui, on doit être à 22 pages ou 21 pages de gens qui expliquent que ça ne les intéresse pas. Mais alors, j'ai envie de dire, bah ok, ça t'intéresse pas, donc parfait. Mais pourquoi est-ce que dans ce cas, c'est ton sujet le plus actif, si ça t'intéresse pas? Pourquoi? Enfin, on est complètement sorti de la rationalité. Pourquoi il y a 22 pages de « ça ne m'intéresse pas ». Oh, ils vont encore tout rater. Oh, ils vont tout foirer. Oh, c'est que comme Conan. Bah oui, on l'a dit que c'était comme Conan, justement pour éviter les déceptions. Et ça accumule les pages, et ça accumule les pages d'un truc qui... Enfin, dont le contenu, c'est « ça ne m'intéresse pas ». Je trouve qu'on arrive à un niveau de paradoxe tellement important que, ouais, ça devient malsain. Sérieusement, ça devient malsain. Moi, j'ai vraiment pensé à un moment couper tous les réseaux sociaux, sortir, même à un moment arrêter. Enfin, moi, je me suis par exemple posé la question récemment d'arrêter un certain temps, mais je veux faire Batman, je veux finir Batman. Après, est-ce qu'après Batman, je ne me prends pas un an de break? Ça, c'est possible. Parce que c'est devenu... c'est toxique. Voilà, c'est devenu toxique. Honnêtement, moi, enfin en tout cas, désolé, mais mentalement, pour moi, c'est devenu toxique. Moi, j'ai un rapport difficile à KS parce que j'ai besoin de KS. Pour moi, c'est vraiment un super outil pour ce que je veux faire. Mais par contre, c'est devenu de plus en plus difficile à vivre. C'est pour ça que je fais tout ce que je peux, donc comme je dis, à titre prophylactique, pour empêcher que les gens puissent être déçus, parce que je ne veux surtout plus générer d'amertume, parce que derrière l'amertume aussi, on se la prend vraiment dans la gueule. Sur Batman, alors que la campagne n'est pas lancée et qu'on la lancera sûrement que d'ici 1 an, il y a déjà débat. Enfin, déjà opposition, déjà... Enfin, on est à 1 an de la campagne et on n'est déjà pas serein. Ça se passe déjà mal. Et ça, c'est un truc que tu n'as jamais, par contre, dans le circuit classique. Le problème, c'est que les gens haineux crient très fort. Pour moi, une des solutions, c'était j'arrête. Mais moi, j'arrête, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'arrêter, c'est ça le problème. Donc, il y a une autre solution, c'est s'en foutre. On ne descend plus dans l'arène. On ne va plus sur les sites, on ne discute plus, on fait ce qui s'appelle du top-down, on fait de la pure communication, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'échange, on a un discours aseptisé, on vous explique que tels seront les produits qui vont sortir, etc. Bah, vous pledgez ou vous ne pledgez pas. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui suis vraiment en décalage avec ce qu'est KS ou ce qu'est le marché du jeu aujourd'hui. Mais j'ai pas, enfin ce que les gens ne comprennent pas, c'est que enfin, si, je vois bien ce qui va se passer. Effectivement, les gros vont nécessairement prendre de la distance avec leur public parce que c'est pas supportable sur le long terme. En fait, tu t'en sors pas. C'est usant, ça nique ta vie, ça nique tes rapports sociaux avec tes proches parce que tu deviens exécrable. T'es tout le temps, t'es jamais content. Tu deviens addict complètement, enfin, tu es en train de surveiller tout ce qu'on dit sur toi, c'est tellement plus simple au final, et je laisse tomber, je m'en fous, je laisse tomber. Les gens prennent ou ne prennent pas, et à la fin, j'imagine que tu regardes juste les chiffres tomber. Mais alors, c'est aussi une vraie question, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment aussi pour le monde du jeu hyper spé? Parce que là, quand on est sur KS, on parle vraiment du monde du jeu hyper spé. Moi, honnêtement, moi j'ai vachement d'affect avec ce que je fais. C'est pour ça que je surveille ce que les gens disent. Pour moi, c'est super important. Je regarde ce que les gens disent. Et quand les gens sont contents, je suis content. Quand les gens ne sont pas contents, je suis pas content. Et j'ai le malheur de beaucoup parler d'argent aussi. Ça, c'est un problème. Quand je vois des gens me reprocher le fait que je parle d'argent sur un site de financement, j'ai du mal. Je veux bien qu'on critique, mais c'est bien de regarder un moment la réalité pratique des choses. On ne s'est pas fait financer par un fonds, on a tout fait. Nous, on est vraiment parti de zéro, Erwan et moi. Donc, enfin voilà, il y a certains discours aujourd'hui que moi je supporte plus, c'est clair.
Désolé, hein, du coup l'interview devient déjà haineuse, c'est débile. C'est chaque jour la guerre. Et ça me saoule. J'ai pas envie que ce soit ça pour Batman. Et les gens qui n'apprécient pas, surtout, ne vous intéressez plus à nos projets. C'est même pas méchant. De toute façon, on n'aime pas les mêmes choses. On sera jamais d'accord. Pour la santé mentale de tout le monde, je pense que c'est mieux qu'on ne se parle plus, qu'on diverge. Voilà. Je leur demande juste d'arrêter de parler de moi. En tout cas, dites pas n'importe quoi. Arrêtez de parler sans être informé. C'est débile. Encore une fois, quand Monolith prend pas de risque. Ah, mais c'est pas du risque, c'est une société, derrière, il se passe rien. Bah si, mourir, c'est le risque que prend la société. C'est le risque que tout ce qu'on a mis, toutes nos économies, Erwan et moi, elles disparaissent aussi, elles flambent d'un coup. Donc si, c'est du risque. Parce que derrière cet argent, bah, tu as du temps. C'est aussi les 5 dernières années, notre vie. C'est aussi tous nos plans de développement. C'est notre retraite, si tu veux, c'est des trucs comme ça. Enfin, comment on peut dire que Monolith ne prend pas de risque? Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Nous, ce qu'on avance, c'est tout ce qui est pré-prod. Derrière, il faut produire les boîtes. Si on n'a pas assez de backers, bah, on est mort. Parce que si c'est pour produire 7000 boîtes, chaque boîte, elle nous coûte autant que chaque backer va mettre. Enfin, donc voilà, ça, c'est aussi un discours qui me saoule de dire « Ah bah voilà, tiens, ils servent de… » Mais je le vois aussi sur Facebook, mais de gens pas informés. « Ah, ils servent de caisse pour pas prendre de risques. » Bah, je suis désolé. Si je ne veux pas prendre de risques aujourd'hui, je fais des jeux dans le modèle classique. Voilà. Moi, c'est un défi que je me donne, c'est d'où je suis parti, voir où est-ce que j'arrive, où je peux aller dans ce milieu. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que ce milieu, par contre, il m'attire de moins en moins. Enfin, il me plaît de moins en moins parce que je le trouve de plus en plus toxique. Est-ce que le vrai risque, c'était pas avec l'affect, avec le mental? Ça, c'est un truc que j'avais pas du tout imaginé. Dès lors qu'un projet commence à déraper, ça devient une souffrance. Et ça, c'était pas du tout. Ça, c'est un truc que j'avais pas du tout anticipé. Conan, jusqu'à 6 mois, 1 an, on va dire 6 mois même, après le projet, donc quand on arrive en mi-2015, et on est entièrement porté par une énergie positive. Donc là, c'est-à-dire qu'on n'est jamais fatigué, tout est super. Dès qu'on a un petit coup de mou, il suffit de rencontrer à nouveau des gens ou d'aller sur Internet pour être reboosté à donf. C'est vraiment super. Dès lors que tu rentres dans une espèce de spirale de la haine avec certaines personnes, là, ça t'enfonce. Tout effort devient terriblement difficile à fournir. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point on est sensible à ce qu'ils disent. Si les gens vont qu'on est dans des tours d'ivoire à brasser des millions et se foutre de ce que les gens pensent de nous, ils se trompent complètement. J'étais super heureux, je le suis plus, moi. Là, aujourd'hui, Conan, ça n'a pas été, au final, une expérience qui m'a rendu heureux. J'étais heureux pendant Conan. J'étais super chaud pendant Conan. Encore une fois, j'étais transporté par l'enthousiasme global et général pendant Conan. Tu vois bien qu'il y a de l'erreur dans mes propos. Là, depuis qu'on parle, je pense qu'il n'y a eu que des propos marqués par l'amertume. C'est à la fin de cet entretien que j'ai décidé d'arrêter ce documentaire. Frédéric Henry me semblait affecté de manière profonde. Et j'étais moi-même en proie à des doutes quant à mon avenir dans un secteur ludique qui, moi aussi, commençait à me peser. Je ne voulais pas continuer de tourner avec des biais remplis d'aigreur. Je ne voulais pas mettre en ligne une vidéo qui allait générer des remarques qu'aucun d'entre nous n'avait envie de gérer. J'ai alors déposé tous les rushs sur un disque dur que j'ai rangé au fond d'un tiroir. Le projet Batman a levé 4,4 millions de dollars. Malgré un succès dépassant celui de Conan, Frédéric Henry s'est éloigné des réseaux et moi, après réflexion, je me suis éloigné de Trick Track. J'ai mis en vente mon entreprise et j'ai quitté le secteur. Parce que les gens du monde du jeu me font un peu chier. Pas tous, hein. Une partie des gens du monde du jeu me font un peu chier, donc voilà. En tout cas, on a dansé la carioca sur la scène du Palais du Festival. Mais Frédéric Henry est revenu sur le devant de la scène. Il allait mieux et avait envie de retourner à la rencontre du public. C'est là que je me suis dit qu'il était temps de terminer ce documentaire. Filme pas le bordel, Fall. Filme pas le bordel qui est là. Ah mon Dieu, les gens vont voir que je vis dans ma voiture. Ah! Ça tourne, action! Ah, pardon. Durant ces années, il y avait eu du changement. Et dans le secteur du jeu, et chez Monolith. Les actionnaires avaient changé. Marc Nunes, fondateur d'Asmodée, s'était lancé dans l'aventure.
Comment ça va? Bah ça va, écoute, ça va, on sort d'une très très belle campagne, ça fait du bien. Une campagne à 2 730 000 je crois, qui après le PM finira autour de 3 millions. Ça fait du bien parce que, bon, on en parlera sûrement, mais voilà, globalement, le secteur connaît quand même beaucoup de remous. Fred Henry n'avait pas changé. Oui, on allait en reparler. Il allait me faire un bilan complet de l'état du secteur. Mais pour l'instant, ce qui m'intéressait, c'était les raisons de son retour public. J'avais constaté son excitation au moment de l'édition de Bounty Hunter, son jeu dans l'univers de Star Wars. Ce qui m'a remis sur la route, c'est que je croyais beaucoup dans ce jeu parce que je l'adore. Et quand j'ai fait cette tournée, bah, ça m'a remis dans le bain de la toute première tournée, vraiment, enfin de ce que j'avais fait notamment avec Conan. Et en fait, j'aime ça. Moi, je prends un plaisir de dingue à faire les tournées. Et d'ailleurs, alors c'est marrant que tu m'en parles, on n'en a pas parlé avant, hein, mais hier, j'en discutais avec Marc. Moi, je veux à tout prix qu'on achète un espèce de van d'occasion ou un truc comme ça qu'on va entièrement repeindre en noir mat avec un gros signe monolithe. Et parce que moi, je veux avoir le camion monolithe. Voilà, c'est A-Team, quoi. Il y a juste looping. Hey, Je venais de retrouver le Frédéric Henry plein d'envie et de motivation de l'époque. C'est nickel. Avec peut-être un zeste de naïveté remplacé par de la maturité. Avant d'enchaîner toutes les questions que je n'avais pas eu le temps de lui poser à l'époque, je voulais savoir comment, avec le recul, il analysait la fracture, les raisons qui l'avaient poussé à s'éloigner. Le problème que j'avais, c'est que j'étais un peu trop le visage de Monolith. Et comme je parlais beaucoup et avec très peu de filtres, j'ai dit beaucoup de choses qui ont fâché beaucoup de gens. Je me suis à l'époque fâché avec les boutiques, je me suis fâché avec un site. En gros, j'ai pas trop ma langue dans ma poche. Et comme j'étais le visage de Monolith, encore une fois, c'était un peu, c'était un peu problématique et c'était c'était dur à tenir. Et donc, je m'étais éloigné vraiment des réseaux. Et la deuxième fois où je me suis vraiment cette fois éloigné des réseaux, c'est suite à l'échec d'une campagne Beyond de Monolith, où là, c'était notre premier échec vraiment. Et surtout, c'était un échec que je portais tout seul. Et là, ça a été très compliqué. Sachant que finalement, ça a duré assez peu de temps, l'échec, puisque derrière, on a tout retransformé en Conan le Conquérant, qui a vraiment, pour le coup, cartonné. Donc ça n'a pas été un échec financier problématique. Mais par contre, moralement, ça a été un très gros échec. Et derrière, je me suis vraiment éloigné des réseaux et longtemps. Enfin, vraiment longtemps, puisque je ne suis pas retourné. J'ai fait quelques commentaires, mais je ne suis pas retourné sur les réseaux sociaux avant réellement Bounty Hunter, donc en 2024. Donc c'était, on va dire que la pause était très longue. De toute façon, c'est pas dur, hein. Je vis Monolith chaque minute de mon temps. Je dors Monolith, je mange Monolith, je suis Monolith tout le temps. Mais par contre, le rôle de porte-parole de Monolith, c'était très compliqué. Voilà, c'était très compliqué, notamment parce que les réseaux sociaux sont assez peu propices, on va dire, à la discussion construite et intelligente. Les réseaux sociaux, c'est vraiment extrêmement binaire et on est souvent dans l'invective plutôt que l'argumentation. C'est pas tellement le problème d'être ou pas le visage de Monolith, c'était plus le problème du lieu où se faisaient les débats. Même le terme débat, il n'est pas bon parce qu'on n'est pas dans le débat argumenté, on n'est pas en train d'essayer de convaincre l'autre. Très rapidement, moi je donne mes faits, d'autres donnent les leurs, ou parfois peut-être moi la perception que j'ai et d'autres donnent la perception qu'ils ont, mais à la fin, tu ne convaincs jamais personne, tu ne fais que t'invectiver. Enfin, moi, je le vivais très mal à l'époque. La fin de Trick Track, moi, ça m'a retiré vraiment un endroit pour discuter, tout simplement. L'éloignement fait que j'ai aussi laissé tomber The Overlord, où j'ai été très actif. Le site, vraiment, entre guillemets, le site maison. On était aussi dans cette sorte de concurrence, combat entre Mythic Games d'un côté, Monolith de l'autre, avec les pro-Mythic, les pro-Monolith. Et c'était deux mondes, on avait chacun notre approche, et qui était une approche radicalement différente, et avec des oppositions quand même très fortes sur ce qu'était un crowdfunding. Enfin, à l'époque, on disait un Kickstarter, hein, ce qu'était un crowdfunding, les méthodes, il y avait on nous opposait beaucoup, mais l'opposition elle était réelle, hein. Entre d'un côté Léo qui faisait beaucoup briller les choses, moi qui étais tout le temps le clown triste,
Voilà, je cassais un peu ce qu'était Kickstarter, je cassais la magie, je n'aimais pas les stretch goals. Voilà, il y avait toutes ces... J'avais quand même un discours qui ne faisait pas rêver les gens. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu un discours qui faisait rêver, hein, c'est clair. Ça me nuisait, en tout cas moi je le percevais comme ça, dans la relation que moi j'entretenais avec les gens qui nous suivent, parce que c'était pas... En fait, j'ai jamais dit des choses plaisantes. Je suis pas un optimiste. Déjà, moi, je suis extrêmement pessimiste tout le temps. Et voilà, et oui, ça me pesait vraiment très très fort. Donc, je suis parti. Mais tu vois, je suis pas revenu sur les réseaux comme un débatteur. Je suis revenu sur les réseaux pour montrer des choses que j'ai faites. C'est un peu différent. Je suis pas trop dans le bras de fer. J'ai rien contre être en opposition, mais alors c'est horrible ce que je veux dire, mais le bras de fer contre qui? Enfin, aujourd'hui, là, si tu regardes, donc là, on tourne fin 2025. C'est quoi l'opposition aujourd'hui? Dans mon secteur du crowdfunding en France, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, il n'y en a plus. Il n'y a pas de gros concurrents. Enfin, Mythic Games est mort, Cool Mini est mort. Je suis comme le mec dans le 6e sens, en fait. Je vois des morts partout. Mais même des mecs, on peut penser qu'ils sont encore vivants, mais en fait, ils sont morts. Et ça, c'est un truc, on peut dire ce qu'on veut sur Monolith, etc. À la fin, il reste Monolith, quoi. On a eu la chance de s'être pris des claques très tôt, et donc d'avoir appris très tôt quand le secteur montait encore et quand il était encore facile de revenir. Et aujourd'hui, quand tu es dans un secteur qui décline, ou qui a décliné, là, il y a quand même des petits signes de reprise. Mais bon, on verra, hein, on en reparle dans 6 mois. Mais en tout cas, dans un secteur globalement qui décline, tu ne peux pas te relever. Quand à ce moment-là, tu te prends une claque, tu ne peux pas te relever. Voilà, donc le paysage ludique, et surtout celui du crowdfunding, c'est Mad Max, en fait. C'est Mad Max et c'est pas fini. Hein. Et encore, je pense, pas mal d'éditeurs qui vont tomber. Ça nuit beaucoup à la confiance des pledgers, évidemment, parce que ça crée ce qu'on appelle un aléa moral. C'est-à-dire que le risque de ne pas tenir sa promesse devient très très important. En 2015, par exemple, les projets arrivaient en retard, mais ils arrivaient. Aujourd'hui, le problème, c'est que non seulement les projets continuent à arriver en retard, pour de nombreux projets, ils n'arrivent plus du tout. Là, c'est un très très gros problème. Nous, on essaye vraiment d'être contracyclique. C'est-à-dire que, nos projets arrivent à l'heure maintenant. On peut même lister des projets qui arrivent en avance. 2, ils arriveront toujours. Ça peut paraître facile de faire cette promesse de « ils arriveront toujours », mais ils arriveront toujours parce que, notamment du fait de l'actionnariat de Monolith, hein, enfin on va pas se mentir, la moitié des parts aujourd'hui c'est Marc Nunes. Si jamais il manque 2 millions, il met 2 millions sur la table et puis voilà, c'est tout. Évidemment, dans ce cas, tout est plus facile. Enfin, encore une fois, mais bon, on travaille quand même comme des fous. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, sinon, on voit bien que le secteur, il est un peu en perdition quand même. Mais c'est une toute petite voiture que voilà! Ah, c'est toi! Ah oui, c'est vrai! Allez, viens! Oui, maintenant j'ai une voiture vraiment beaucoup plus petite parce que j'ai dû vendre l'autre pour refounder un peu la boîte. Exactement. Et là, depuis, on a rentré beaucoup d'argent. Mais encore une fois, c'est plus facile quand t'as la sécurité Marc Nunes derrière. Moi, ma vie, elle est comme ça, hein, tout le temps. Sans Monolith, je serais beaucoup plus riche. Souvent, je me dis, mais je suis vraiment con. J'aurais dû me contenter de voir tomber l'argent de Timeline et rien faire, et c'est cool quoi, plutôt qu'à chaque fois investir dans Monolith. Moi aujourd'hui, j'investis tout mon argent dans Monolith. Monolith. C'est très très prise de tête Monolith. Des fois je pense vraiment que je suis en dépression. Je parle pas de la petite déprime, un truc, non, vraiment un truc, la dépression quoi. Ça c'est le truc... Et les gens voient les sommes tomber, mais ils voient pas les emmerdes qu'il y a derrière ces sommes. C'est pas dur, hein. Je vis ou dans le passé ou dans le futur. Je suis jamais dans le présent. C'est vraiment jamais. Ou dans le passé, je suis dans la nostalgie, je regrette des trucs, je regrette des décisions, je suis triste. Ou dans le futur, je me dis ouais mais on peut aller là, on peut faire ça, et là je vois plutôt les opportunités. En fait, ce que j'aime, c'est pas Monolith, c'est Monolith, mais c'est pas le Monolith d'aujourd'hui à chaque fois. C'est le potentiel qui est dans le Monolith d'aujourd'hui et qui pourrait se réaliser demain. Même si à chaque fois, ça se réalise pas comme prévu, que c'est moins bien que prévu, etc., etc. Mais tu vois, une petite fierté à la con. On a notre chiffre d'affaires, en gros, il a rien d'incroyable, hein, il est en millions, hein, évidemment. Mais il n'est pas meilleur que ce qu'il était il y a 5 ans, il y a même 10 ans, où on a commencé par une de nos meilleures campagnes, en fait. Mais par contre,
Nous, on est encore là. Tu vois, ça, c'est... Non, mais ça peut paraître con, mais c'est vraiment... quand je dis fierté, c'est aussi parce que c'est beaucoup une revanche. Alors, je pense que je suis super revanchard. Par exemple, sur les critiques, sur la façon de faire de Monolith. Voilà, la façon désenchantrice de faire de Monolith. Oui, c'est pas comme ça qu'on fait du Kickstarter, c'est pas comme ça qu'on fait du crowdfunding. Bah oui, mais ils sont tous morts. C'est pareil, jamais j'aurais imaginé avant Monolith que j'arriverais à m'en prendre autant dans la gueule et être encore debout. Non mais sérieusement, par exemple je suis hyper impulsif, c'est hyper dur quand t'es impulsif de tenir une boîte. En fait, tu prends des décisions rapides, comme elles sont rapides, elles sont mauvaises. Tu vois, tu fais plein de trucs. Donc moi c'est non mais même Monolith c'est un travail sur moi-même. Après il y a aussi quand ça se passe bien, t'es super content. Enfin, tu vois, quand ça se passe bien, tu te dis « Ah, j'ai pas fait tout ça pour rien ». Mais je vais revenir, oui, clairement, tu me l'as déjà posé la question, si on revient 11 ans en arrière, là, est-ce que je le referais? Non, je le referais pas. Voilà, parce que tu prends cher. Voilà, Mais tu trouves satisfaction quand même. C'est le chemin vers l'accomplissement qui t'intéresse. Voilà, c'est ça. Je me dis, j'ai apporté ma pierre à ce petit secteur. Voilà. Monolith, c'est une pierre pour le coup, mais j'ai quand même apporté ma pierre à ce petit secteur avec Monolith. Monolith existe et mine de rien, ça existe dans pas mal de têtes. Enfin, tu vois, on a fait des choses. Si tu regardes ce qu'on a fait sur les 11 dernières années, on a fait des jeux dont certains sont encore là, des jeux qui ont marqué certaines personnes. Enfin, on n'a pas rien fait. Enfin, tu vois, on a quand même laissé une trace. Et donc ça, c'est satisfaisant, ouais. Ouais, c'est satisfaisant. Mais ça a un coût. Et oui, cela a forcément un coût. Et pas uniquement financier. J'ai pour principe de dire que nous ne sommes que le résultat de réactions chimiques boostées par nos multiples traumatismes. Je ne dirais pas que tout se fait durant l'enfance, non. Mais pour comprendre la personnalité de quelqu'un, pour comprendre ses réactions, il est bon de revenir sur les fondamentaux. J'ai fait une fac à Évry en sociologie et technique quantitative associée aux sciences sociales. Donc je faisais des statistiques et des probabilités et de la sociologie. Après, je suis allé jusqu'au doctorat. J'ai pas fini mon doctorat parce que j'ai commencé pendant mon doctorat à faire des jeux. À la fac, j'étais considéré comme un très bon élève. J'ai enseigné du coup, j'ai enseigné en TD, j'ai enseigné les probas, les statistiques, j'ai enseigné aussi un peu la sociologie générale. En fait, je me suis mis à la fac à adorer ce que j'apprenais. Alors, j'ai passé quasiment toutes mes années en candidat libre. Moi, j'ai un gros problème avec l'école. Je déteste aller, je n'allais pas à l'école. Par exemple, quand j'étais en terminale, je n'allais à l'école que le matin. Voilà, j'ai décidé, je me cassais l'après-midi, je rentrais chez moi en stop tout le temps. À la fac, j'étais un grand fan de Pierre Bourdieu. Je me suis mis à étudier, j'ai tout lu sur Pierre Bourdieu. Je suis un mec qui écrit énormément dans ses livres. J'écris je stabilote, j'écris. Moi, mes livres, ils sont vivants. J'ai lu Le Capital, tous les livres du Capital plusieurs fois avec une calculatrice. Pour moi, c'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui s'apprend, enfin qui s'étudie. Et j'ai commencé notamment à m'intéresser à certaines parties des statistiques qui permettaient de créer des espaces sociaux. En fait, tu peux avoir des représentations en 2 dimensions d'espaces sociaux en écrasant les multiples dimensions pour avoir l'essentiel de l'information visible sur une page A4. Moi, je créais des champs, en fait. C'est ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on appelait l'analyse factorielle, l'analyse multivariée. C'est l'analyse de régression multiple. Bon, c'est très technique, mais à la fin, ça te permet d'avoir une représentation des relations entre 2 points sur un espace en 2 dimensions. Moi, ça me passionnait. Vraiment, ça me passionnait. Je lisais vraiment énormément à l'époque, plus de 80 bouquins par an. C'était vraiment, mais c'est pas des romans, je lisais vraiment, ça m'intéressait. J'apprenais beaucoup de choses. Mais en même temps, c'était très compliqué. Parce que j'avais quand même un assez lourd passé psychiatrique. C'est à ce moment précis que mon principe va se vérifier. C'est avec cette confession que tout va prendre sens. Nous ne sommes que le résultat de réactions chimiques boostées par nos multiples traumatismes. J'ai été interné pour la première fois à l'âge de 8 ans. C'était à côté d'Évry aussi, en pédopsychiatrie. J'ai été ensuite interné à l'âge de 12 ans, toujours en pédopsychiatrie. Et j'ai été interné à l'âge de 20 ans, beaucoup plus tard, à Barthélemy-Durand à Étampes, qui était pour le coup beaucoup plus... qui est un très très gros HP assez dur. Mais alors j'y ai passé mes meilleurs mois, j'adorais. C'était waouh, c'était une bulle.
Ça m'a fait vraiment beaucoup penser a posteriori au premier confinement. C'était vraiment le même truc de bulle. Je crois que j'ai passé mes meilleurs mois là-bas. Et pourquoi tu étais interné ? Parce que j'avais vraiment beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de TOC, j'ai beaucoup de ce qu'ils appelaient une personnalité borderline. Je vis beaucoup dans ma tête. Mais il y a des traitements pour ça. Mais voilà, du coup, j'ai dû être interné plusieurs fois. Quand j'étais enfant, par exemple, ça se voit pas, mais j'étais anorexique mental. Mais vraiment, très fortement, à 12 ans, je faisais 1m60 ou 65 pour 30 kg. C'est rare chez les hommes. C'est très rare chez les hommes, c'est 10% des anorexiques mentaux. Mais ça représente c'est surreprésenté chez les toqués, enfin les gens qui ont des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Sauf qu'à l'époque, on ne parlait pas vraiment de TOC. Les médecins en France, le TOC était... on en parlait aux États-Unis, en France, c'était vraiment le début des recherches sur les TOC, on ne savait pas trop. Ça a été vraiment établi plus tard. Après, j'ai beaucoup de troubles anxieux aussi. J'ai beaucoup... ça va jamais. non, mais je vis dans ma tête de ouf. C'est très difficile, par exemple, d'avoir une vie avec un patron et tout, parce que, par exemple, si je sais que je dois me lever, je peux pas dormir. Si je sais que... Donc, il fallait un truc sans trop de contraintes. Il me fallait un truc où... moi, je tourne souvent en rond. Si j'ai un problème, ça va me prendre la tête jusqu'à ce qu'il soit résolu. Si c'est un problème anxiogène, ça va être vraiment obsessionnel parce que, en fait, tu vas être en souffrance jusqu'à ce que tu aies trouvé la réponse à ta question. Si je suis sur un nouveau jeu et que ça me plaît, je vais travailler, alors que de base, je suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup, là, je vais travailler vraiment nuit et jour dessus. Je ne vais plus penser qu'à ça et la résolution des problèmes autour de ce jeu jusqu'à ce que ce soit résolu. Mais vraiment que ça. Mais du coup, ça me fait une sorte de focus où je ne m'intéresse qu'à ça. Tout le reste n'existe plus. Mais vraiment, n'existe plus du tout, quoi. Je suis enfermé dans une sorte de bulle qui prendra fin avec la résolution justement de... la problématique, en fait, le jeu, voilà, hop, ça y est, il est prêt, il est fini, puis après, il va marcher, sûrement pas. Donc, pour éviter de toquer, de tourner en rond, en fait, j'ai besoin de doses assez fortes de sérotonine. C'est pour ça que ça me fait rire quand tu vois des mecs, enfin, désolé, hein, qui disent « Ah, je suis embêté, je prends une gélule de Prozac, depuis 2 mois, mec, j'en prends 3 depuis 25 ans. » Est-ce que tu crois que ça a été un facteur aggravant par rapport à ce que tu as vécu pendant la période Conan, sur les réseaux sociaux, etc., les agressions, ce qui te fatiguait ou te rendait plus ou moins malheureux? Ouais, bien sûr. Mais parce que moi, je suis vraiment... justement, c'est... À un moment, je me suis fait violence. C'est vrai que c'était une sorte de... C'était addictif aussi d'aller sur les réseaux, de répondre, de rentrer dans le combat. Enfin, toi, t'as connu ça, le combat. Mais c'était pas pour les mêmes raisons, moi. Moi, c'était moins violent parce que j'y mettais pas d'amour-propre. Et souvent, quand j'allais dans les conversations, c'était pour faire paratonnerre. Oui, c'est vrai. Je le sais très bien et je m'en souviens parfaitement. Et d'ailleurs, il faut être extrêmement exact, c'est la raison pour laquelle cette vidéo ne sort que maintenant. C'est parce que tu as fait paratonnerre dans une période qui était vraiment difficile. Je le sais. Même si tu me l'as pas dit, je le sais. Et donc, j'allais pas à l'école. Donc, j'allais très peu à l'école et par contre, je lisais énormément et voilà, moi ça... Et donc, c'était facile en plus. Ouais, ça se passait très bien, parce que j'aimais bien. J'aimais ce que je faisais. Vraiment, ça m'intéressait en fait, ça m'intéressait. Je pense que quand un truc t'intéresse, t'es bien meilleur, vraiment. Oui, quand quelque chose nous intéresse, on est meilleur. Mais le jeu, comment Frédéric Henry s'y est intéressé? Moi, j'étais rôliste, vraiment rôliste depuis l'âge de 12 ans. J'ai toujours le même groupe de joueurs depuis l'âge de 12 ans. On jouait beaucoup, on avait notamment ce qu'on appelait le club de jeux de rôle, mais qui était un club de jeux tout court à Itteville, donc vraiment c'est mon village, quoi. Un jour, Guillaume m'explique qu'il est en train de travailler pour Mathieu Despnous, que je connaissais pas du tout à l'époque, sur un petit jeu qui s'appelait Sky My Husband. C'était un jeu de traduction littérale. Et il s'est fait éditer. Et là, je me suis dit, putain, merde.
On peut se faire éditer en fait, c'est faisable. Non mais c'était étonnant. On a commencé à travailler ensemble sur des projets. On a commencé à travailler notamment sur Rush & Crush. Et là, Rush & Crush, on fait le proto et il y a un mec qui nous le publie sur son site de proto. Il s'appelait Régis Bonnecé. Et là, c'était en 2003 la publication, donc Rush & Crush, on a dû s'y mettre en 2001. Là, on a un nouveau parmi nos petits jeux. On a un jeu qu'on arrive à placer chez Tilsit. C'était Red Hot Chili Dragon. Et il est édité. Non, vache, ça rapportait rien à l'époque. Je crois que j'ai gagné un truc comme 683 €. Tu vois, moi, ça me paraissait beaucoup à l'époque. Mais c'était vraiment anecdotique en fait. Et après, on fait un jeu qui s'appelle Megamix, à nouveau édité chez Tilsit. Et après, on fait un peu plus tard un jeu qui s'appelle The Adventurer, qui finalement, et là ça va vraiment être le gros changement, qui est édité par AEG aux États-Unis. Et là, David Preti, qui plus tard travaillera pour Kumini, m'invite aux États-Unis à la Gen Con pour préparer le jeu, pour montrer le jeu. Là, ça a été vraiment, vraiment magique, la Gen Con. Et en rentrant de la Gen Con, c'est bon, je vais emprunter de l'argent, je veux que ce soit mon métier, vraiment, je voulais que ce soit mon métier. Et j'ai eu la chance que Franck Place, à l'époque, qui dirigeait les 12 singes, qui les dirige toujours, je pense, avait vu un proto dans un tout petit salon à Fontaine-le-Vicomte, organisé par Pierre Pinault, qui dirigeait à l'époque Cellule Grise à Évry. J'avais vu Timeline, et comme il avait acheté aux enchères pour vraiment pas cher un lot de boîtes en plastique, il cherchait des jeux pour les mettre dans ses boîtes. C'était marrant, c'était vraiment. Et donc, il m'a reparlé de Timeline, j'ai ressorti Timeline, et à l'occasion d'une visite aux États-Unis, où j'avais été invité encore par David Preti aux États-Unis, pour rencontrer FFG cette fois, on fait jouer Timeline, et FFG voulait le signer dans la soirée. Et David me dit « Non, tu signes pas, je viens d'investir dans une petite société en France, Asgard, on va le faire là-bas. » Et donc, je vais pas jusqu'à la signature du contrat avec les 12 singes, et je signe chez Asgard. Et après, ça a littéralement explosé. Donc moi, je voulais pas être juste auteur, je voulais être co-éditeur. Donc je suis allé emprunter de l'argent à la banque. J'ai fait 3 banques. J'ai fini par faire jouer au proto mon banquier, qui m'a prêté de l'argent. Et j'ai investi, et du coup, j'avais 35% à l'époque des parts du jeu, de ce jeu-là, de Timeline, et de Megamix, qui est devenu Crazy Mix. Et c'était parti, et voilà. Et à chaque fois, j'ai réinvesti tout dans mes projets suivants, dans le jeu. J'ai toujours investi dans mes jeux, en fait, quand je pouvais. Sur un truc comme Star Wars, je ne pouvais pas investir, évidemment. Mais sinon, j'ai toujours fonctionné comme ça, pour avoir plus d'emprise sur ce que je faisais moi-même. Je voulais quand même un minimum de contrôle. Le contrôle. Voilà l'une des caractéristiques des créatifs perfectionnistes n'appréciant pas vraiment l'incertitude. Mais nous avons beaucoup parlé du passé. Qu'en est-il du présent et du futur ? Le secteur tel qu'on le connaît, nous, ou qu'on le connaissait dans les 10, 15, 20 dernières années, le microcosme ludique hyper spécialisé, il est tout simplement en train de disparaître. Là, je reviens un peu sur des déclarations que j'aurais pu faire. Il n'y a pas moins de joueurs, je pense qu'en fait, il y a plus de joueurs, sauf qu'il y a tout un pan de ce secteur hyper grand public qu'on n'a pas vu arriver, constitué de jeux qui sont nés directement sur les plateformes. Les plateformes, là je te parle de plateformes comme Amazon. C'est un truc qui est passé totalement sous les radars et là qui est en train d'émerger, on commence seulement à s'en apercevoir, à voir l'ampleur du phénomène, enfin ce que ça représente réellement en chiffre d'affaires. Et tu te dis que, mais en fait si tu agglomères ce chiffre d'affaires-là aux chiffres hyper spécialisés, en fait le monde du jeu, non, il a réellement jamais été aussi gros. Sauf que il n'est plus du tout sur les produits dont on parlait tout à l'heure, les produits hyper spé. Le secteur, il s'effondre, mais c'est un pan du secteur qui s'effondre. C'est simplement que là où le secteur est fort, ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé sur des trucs avec des angles morts incroyables. Donc la Méritrash, aujourd'hui, il occupe une très grande partie de l'espace du crowdfunding, rejoint désormais aujourd'hui par les gros jeux à l'allemande, qui sont sortis des boutiques et qui vont en version deluxifié sur les plateformes où là ils surperforment. En boutique, l'Eurogame, oui, se vend très très peu, surtout l'Eurogame un peu
À l'époque, tu aurais dit velu, ce que tu appelais l'Eurogame velu. Bah, aujourd'hui, à part quelques arbres qui cachent la forêt, c'est devenu inexistant. Si tu regardes les très très grosses ventes en boutique aujourd'hui, ce qui rentre dans beaucoup de paniers, ce qui compose, on va dire, l'idéal type du panier moyen, il va être composé de jeux comme Trio, Flip 7, Cracklist, Speedback, Hitster, enfin des jeux qui sont essentiellement des jeux pour rigoler, enfin du jeu d'ambiance si tu veux. Le secteur hyperspé, il va devoir s'adapter, je ne sais pas comment. S'il veut continuer à exister tout simplement, il va falloir réagir quoi. Et alors toi, là-dedans, tu te vois comment pour l'avenir? T'as quel âge là? Là, 49 bientôt. Ça va vraiment dépendre de comment évolue le secteur. Est-ce que ça continue à baisser? C'est-à-dire que vraiment, est-ce qu'on va se limiter à 3000 pledgers par campagne? C'est dur à dire, parce que là, moi je pense que Monolith va croître assez fortement, notamment sous la direction de Marc. Donc moi, mon avenir actuellement, je le sens plutôt bien. Notamment parce qu'on a des IP. Il y a des IP dont on a des contrats longs et renouvelables et qui sont vraiment intéressantes comme Berserk. On a tout Rackham. Donc Rackham, c'est Confrontation, mais c'est aussi AT43. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Confrontation, pour l'instant, on investit vraiment beaucoup et à partir de l'année prochaine, on commencera à récolter les fruits de ces investissements. Vraiment, on a un objectif avec Marc qui est de faire monter la marque. Enfin, c'est pas juste, tiens, je l'achète, on fait un petit jeu, ça l'a remboursé, hop, on passe à autre chose. C'est pour ça que les choses sont lentes. Il y a beaucoup de gens en parallèle qui sont en train de travailler sur ce que va devenir l'univers de Confrontation. AT43, ça, on s'y attaquera plus tard. On a, alors c'est une IP encore qui ne nous appartient pas, mais qui est très très forte et qui est très très ancrée chez Monolith, c'est Conan. Nous, on a toujours pu compter sur la communauté Conan. Voilà, depuis le premier jour, la communauté Conan, elle ne nous a jamais lâchés. Même si c'est l'IP qu'on loue, on a une telle proximité à l'IP que, voilà, on sait qu'en quelque part, on peut continuer à l'exploiter, voilà, mais parce que c'est vraiment ce qui définit Monolith, Conan aujourd'hui. Ce sont des piliers pour Monolith et Monolith va croître sur la base de ces piliers. Après, on aura aussi d'autres projets, mais qui sont des projets... Moi, par exemple, j'ai le projet Metamorphosis, qui est un jeu de rôle. Ça fait 7 ans maintenant que je suis dessus, enfin, avec toute une équipe qui a beaucoup travaillé, là. Bah, ça finira par sortir. Ça peut devenir une IP. Si on fait bien les choses, ça peut devenir une IP. Ce sera nécessairement de l'argent perdu au début. Nous, on a déjà tellement investi là-dessus que ça va se finir avec un jeu de rôle qui va faire au mieux 200 000 balles, alors qu'on aura claqué 150 000 balles dedans, tu vois, c'est pas... Mais c'est pas grave, parce que derrière, si on réussit à le développer, à en faire un jeu de plateau, à en faire d'autres choses, bah, y a quelque chose à faire. Là, toi, un truc tout con, hein, dont je connais très très bien le directeur éditorial d'Urban Comics, François Hercouet, bah, on discutait, mais pourquoi pas faire de la BD avec Confrontation, par exemple? Tu vois, c'est pas un truc qui va rapporter de l'argent, mais c'est un truc qui génère de l'IP, justement. Et donc, voilà, on va commencer à vraiment étoffer Monolith avec des choses très solides, qui sont pas... Éviter les coûts COUP. Genre, tiens, je loue telle licence, mais je la loue pour 2 ans, je fais mon Kickstarter, je l'ai perdu, j'ai gagné, je sais pas moi, j'ai fait 2 millions, j'ai gagné 400 000 balles, super. Mais et ça va pas plus loin. Techniquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça a un intérêt très localisé dans le temps qui est, bah, t'as gagné 400 000 balles. Au niveau de Monolith, bah, c'est juste, c'est une pure location et derrière, il faut rendre le véhicule. Donc ça a assez peu d'intérêt. Donc là, maintenant, on va dire qu'on a l'assise pour commencer à nous faire de l'IP et essayer de grandir comme ça. L'essentiel de nos problèmes, du risque, il est géopolitique. C'est que dans les 2 ans ou 3 ans qui lui restent, Trump ne se prenne pas la tête trop fortement avec la Chine. Ou le reste du monde. Voilà. Frédéric Henry ne vit que pour son travail. Il le pense sous tous ses aspects, dans son ensemble et dans ses particularités. Pour structurer ses réflexions, il rencontre beaucoup de monde, dans toutes les strates du secteur. Mais en vérité, Frédéric Henry est souvent seul. Je peux pas travailler chez moi. Non, j'ai besoin... bon là c'est silencieux, mais j'ai besoin qu'il y ait du bruit autour de moi. En fait, quand il y a pas mal d'activités autour de toi, je trouve que ça te forme une sorte de cocon, justement. Une sorte de... c'est bizarre, de cocon de silence ou de je ne sais quoi. Et je suis plus concentré, justement, quand il y a de l'activité autour de moi. J'aime bien aussi... je sais pas, ça me fait voir du monde. C'est vrai. Ça me permet de voir du monde.
Parce que sinon, globalement... Vu où t'habites, il n'y a personne. Donc non, je vais souvent dans... je ne travaille que dans les cafés. C'est pas dur, je ne travaille que dans les cafés. Ça, c'est des endroits que j'adore. Donc tu bosses que par téléphone? Ouais, je bosse que par téléphone. Pour faire des groupes, en fait, j'ai des groupes WhatsApp par jeu. Voilà, c'est pas dur. Par projet même. Et comme ça, tous les intervenants, ils peuvent se parler entre eux, ça centralise l'info, tout reste écrit, tu peux toujours remonter, voir ce qui a été dit 2 jours avant, etc., etc. Donc je trouve ça très très intéressant et je bosse pas du tout par mail. Enfin, quasiment. Ouais, non, vraiment pas du tout par mail. Et j'ai un gros problème avec l'organisation de mes mails. Voilà, regarde, ça c'est ma boîte Gmail. 16 946 mails non lus. Mais c'est pas fini. Sur cette boîte que je n'utilise jamais, j'ai 3550 mails non lus. J'ai quand même 282 SMS non lus. Et enfin, 258 appels non pris. Ma boîte mail est à l'image de ma voiture, qu'à l'image de ma vie, c'est le bordel tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un mode de vie le bordel chez moi, mais vraiment un mode de vie, mais son est pathologique. Ah ouais vraiment, ouais, je suis vraiment bordélique. Si j'ai stoppé ce documentaire il y a 8 ans, c'est parce que je m'inquiétais alors de la charge mentale pesant sur l'un des individus les plus incroyables qui m'avait été donné de fréquenter dans un secteur en pleine révolution. Dans un monde en pleine métamorphose. Un monde où la parole sur les réseaux se libérait et devenait de plus en plus agressive. Si j'ai décidé de terminer ce documentaire, c'est parce que j'avais senti chez Frédéric Henry un apaisement, une gestion moins négative, moins destructrice. Et je voulais en avoir le cœur net. Je ne pouvais pas terminer sans lui demander comment il allait. Là, on tourne après Berserk. Si on avait tourné avant Berserk, j'aurais pas forcément eu la même réponse parce que Berserk a très bien marché. Avant Berserk, j'avais beaucoup de stress quand même. On a immobilisé à peu près 600 000 € dans Berserk. Enfin, entre l'avance sur la licence et derrière le travail, il fallait que ça marche, quoi. Il fallait à tout prix dépasser 1,3 million. Ça peut paraître évident, mais aujourd'hui, 1,3 million, c'est pas évident du tout de faire 1,3 million sur Kickstarter ou sur GameFound. Donc aujourd'hui, là-dessus, je suis apaisé. Et on a des projets à nouveau. En fait, là, je suis dans la partie je me projette. Tu vois, je suis moins dans la partie dans le passé. Là, je suis moins dans la partie je regrette les erreurs du passé. Là, tout de suite, j'ai beaucoup de projets, donc je suis plus dans la partie quelles sont les opportunités du futur. Mais encore une fois, si tu m'avais filmé il y a 3 semaines, je t'aurais peut-être pas dit ça. C'était parce que c'était très stressant. Par exemple, moi, je suis quasiment systématiquement malade les jours de lancement ou les premiers jours. Quand je dis malade, voilà, j'ai des vertiges, vraiment malade, quoi. Pas mal au ventre, hein. C'est dire non. Mais là, là, ça commence à se dessiner proprement et surtout, Marc, il commence vraiment à s'intéresser à la boîte. Et ça donne énormément confiance parce que il a absolument plus rien à prouver. Hein. Voilà, c'est Midas. Enfin, t'as vu ma voiture? Tu sais que c'est moi qui gérais Monolith. Non mais c'est ça le truc. En fait, je me dis, et de toute façon, il se le dit aussi, si Monolith est encore debout, en ayant été géré par un mec comme moi, mais il n'y a pas pire que moi. Enfin, vraiment, pas pire que moi, c'est impossible. C'est vraiment sur la partie organisationnelle, c'est horrible. Alors, lui, il peut en faire, il va faire des miracles avec ça. C'est une certitude.
fois que je suis venu chez Trick Track, c'était pour Rush and Crush. En 2007, on le signe chez Rackham, il sort en 2009, je te rencontre pour la toute première fois. Et ça a tout de suite marché. En plus, 2010, ouais. Je m'étais habillé, parce que normalement je ne m'habille pas comme ça, je m'étais habillé, je me rappelle, j'avais une montre. J'ai jamais de montre, mais là je voulais faire le beau. C'est vrai. Je voulais faire le beau. On m'avait prêté une montre. Si j'en avais rien à foutre des montres. Oui, mais... Et voilà. Depuis, j'ai complètement oublié l'idée de bien m'habiller.